Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au transfert thermique. Alors on a vu dans une vidéo précédente la notion d'énergie interne. Maintenant on va s'intéresser aux types de transferts qui permettent de modifier cette énergie interne. Alors on en distingue deux types, le transfert d'énergie par travail. Ici par exemple sur cette animation on voit un transfert d'énergie par travail mécanique qui relate l'expérience historique de Joule avec la mise en palais de mouvement qui fait chauffer l'eau ou transfert d'énergie par travail électrique, comme c'est le cas par exemple dans une bouilloire. Alors, le deuxième type, évidemment, ce sont les transferts thermiques qui sont le sujet de cette vidéo. Alors, on va voir qu'il y a trois modes de transfert thermique. Mais une caractéristique commune pour les trois, c'est que le transfert se fait toujours du corps chaud vers le corps froid. Et impossible de revenir en arrière, donc c'est irréversible. Alors, premier mode de transfert thermique, le rayonnement. Alors évidemment, comme son nom l'indique, ce transfert s'effectue par l'intermédiaire d'un rayonnement électromagnétique. On a vu ça dans le cas des ondes. Donc ici, par exemple, on peut se réchauffer à l'approche d'une cheminée ou bien de cendres d'un barbecue ou d'un feu de bois ou encore avec de la lave qui coule d'un volcan. Alors c'est le seul mode de transfert qui peut s'effectuer dans le vide. Et on a la preuve tous les jours évidemment avec le soleil qui nous réchauffe. Deuxième mode de transfert, la convection. Alors c'est un échange d'énergie qui se fait entre le système et un fluide en mouvement. On rappelle qu'un fluide, ça peut être soit un gaz, soit un liquide. On en distingue de deux sortes, la convection naturelle, comme ici par exemple, dans le cas d'un radiateur, l'air froid se réchauffe au contact du radiateur, l'air chaud devient moins dense et donc s'élève. Quand il refroidit, il redescend. On obtient donc un mouvement de fluide qui va homogénéiser la chaleur dans l'appartement. On peut retrouver la même chose au sein d'un liquide. Quand on chauffe par exemple de l'eau dans une casserole, vous pouvez voir qu'il y a des mouvements de convection. Troisième exemple, cette fois-ci dans le cas d'un mouvement de convection forcé, puisqu'ici il y a un ventilateur qui met l'air en mouvement ici. Donc c'est le cas par exemple d'un four à chaleur tournante. Troisième possibilité, troisième mode de transfert, la conduction. Alors pour cette conduction, les deux corps qui échangent doivent être en contact. Et la transmission d'énergie va se faire de proche en proche dans la matière, mais sans déplacement global de matière. Alors on peut voir sur la vidéo que quand on tient une barre métallique dans le feu, on va se brûler. Pourquoi? Puisque l'agitation thermique des molécules, ici, va se transmettre de proche en proche aux atomes, aux molécules si proches. Alors, pour comparer les différents modes de transfert thermique, on va utiliser une notion qui est le flux thermique. Alors, qu'est-ce que le flux thermique? Eh bien, ça va être la quantité d'énergie thermique échangée en joules divisé par la durée de l'échange en secondes. Donc, ça sera des joules par seconde, c'est-à-dire des watts. Donc, le flux thermique est aussi une puissance thermique ici. Alors, que peut-on dire? Si on prend une paroi plane, par exemple, il est facile de voir que le flux est d'autant plus grand que la différence de température est grande. De comprendre en tout cas. Et il dépend aussi évidemment du matériau ici utilisé. Si on passe à travers un matériau, on imagine bien qu'il y a des matériaux qui laisseront plus ou moins facilement passer l'énergie. Alors, par analogie avec la loi d'Ohm en électricité, je rappelle qu'il va nous donner par exemple I égale U sur R, eh bien on écrit le flux thermique comme étant le rapport entre la différence de température en Kelvin, donc qui va être la source du transfert. S'il n'y a pas de différence de température, il n'y a pas de transfert. Et donc, par analogie, ce qu'on va appeler la résistance thermique. Et évidemment, comme le flux est toujours en watts, la température en Kelvin, eh bien, la résistance thermique sera en Kelvin par watt. Alors, on voit aussi ici, évidemment, que plus la résistance thermique est élevée, plus le flux en watts est petit, donc il y a moins d'échanges, donc évidemment, plus le matériau sera isolant. Alors, cette fois-ci, comment on calcule la résistance thermique? Bien, pour une paroi plane, avec la relation qui est petit e sur lambda s. Alors, on va expliquer. Petit e, donc c'est l'épaisseur de la paroi en mètres. Petit s, la surface de cette paroi en mètres carrés. Et lambda, qui va dépendre du matériau et qui sera sa conductivité thermique. En unité, watt, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Alors on voit ici évidemment que plus la surface est grande, plus la résistance va être petite et donc forcément plus le flux va être grand. C'est évident, plus la surface est grande, plus il va y avoir d'échange d'énergie. Par contre, plus l'épaisseur va être grande, plus la résistance thermique va être grande et meilleure sera l'isolation. Évidemment, pour avoir une bonne isolation, il faut que la conductivité du matériau soit la plus petite possible. Si le matériau conduit facilement
l'énergie thermique, forcément, elle va passer facilement à travers. Hein. Alors, attention, parce que ces relations ne sont pas à connaître. Donc, on pourrait, dans le cadre d'exercices type bac, vous en donner d'autres, comme par exemple le flux surfacique. Donc, au lieu du flux tout court, un flux surfacique qui serait en watts par mètre carré, avec pareil un delta T, mais sur un petit R résistance thermique qui serait la résistance thermique surfacique. Unité mètre carré Kelvin watt moins 1. Et cette résistance thermique serait définie par le rapport de petit e sur lambda. Si on a plusieurs couches, eh bien, comme pour l'électricité, ici, on associe plusieurs couches, on va additionner les résistances thermiques de chaque couche. Hein. Le flux, lui, étant le même, évidemment, qui traverse toute le mur. Donc, on aurait la résistance thermique comme étant égale à la somme de RTH1 plus RTH2 plus RTH3, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.